RCF Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Et c'est avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Lucie. Aujourd'hui encore un gros mot, encore un anglicisme. On parle de la hiérarchie. Hiérarchie, dites-nous en plus. Écoutez, petit à petit, et sans s'en rendre compte, l'intégration des réseaux, qui veut dire qu'on traduit par wire en anglais, dans notre vie bouleverse un petit peu comme une révolution de velours les organisations hiérarchiques. En fait, nous passons d'un monde organisé de façon très verticale à un monde qui fonctionne de manière horizontale. Et ce changement commence à se concrétiser dans tout un tas de domaines, alors dans l'entreprise, bien sûr, mais aussi dans l'éducation et peut-être demain dans la politique. Par ailleurs, le succès des technologies dont on a parlé un peu ici, qu'on appelle le pair à pair ou le peer-to-peer, qui a permis l'essor du covoiturage, du crowdfunding, du couchsurfing, vous savez, l'échange de canapés, enfin donc de pouvoir trouver un lieu où dormir, repose sur la dynamique de réseaux qui sont non pyramidaux. Voilà, donc la notion même de pair à pair propose une vision différente, de l'organisation horizontale, qui est plus équitable, plus directe pour les différentes parties de l'échange. Alors pourquoi ce terme, vous l'avez dit wire, ça veut dire réseau, pourquoi hiérarchie? On pourrait le traduire comme connectarchie ou organisation en réseau. En fait, ce mot un petit peu barbare a été théorisé par un stratège visionnaire qui s'appelle John Husband, qui est un Canadien francophone, et qui décrit très bien justement les mécanismes de cette révolution organisationnelle. En fait, il explique que depuis une vingtaine d'années, depuis l'apparition d'Internet, comme par hasard, nous sommes passés dans l'ère de l'interconnectivité. Alors, dans le monde hiérarchique, en gros, les personnes à la tête des institutions contrôlent l'activité et assurent la prise de décisions qui sont répercutées vers le bas de l'échelle, hiérarchique, pour être exécutées, mises en œuvre et suivies à la lettre. Ça, c'est un monde qu'on connaît bien. Dans ce système, en fait, les décideurs font souvent de la rétention d'informations et gardent ainsi la maîtrise de la chaîne de valeur. En réalité, c'est ça un peu le problème, c'est que cette organisation qu'on appelle un peu le remote control en anglais ou command control comporte de nombreuses limites et elle peut même conduire à une sorte de sclérose et instaurer ce que j'appelle moi une véritable médiocratie où le pouvoir en fait se reproduit pour lui-même et laissant de côté les talents et la créativité. Et qu'est-ce qui est en fait le déclencheur de cette démocratie du réseau ? Justement, c'est l'accès à l'information et c'est là que justement le réseau, l'internet va accélérer cet accès. On le voit bien, on avait parlé aussi sur le mouvement actuel de l'open data qui réclame un accès direct aux informations qui sont produites par les administrations notamment, mais aussi pour les données privées. L'idée d'avoir une véritable libération des données pour créer de nouveaux services. On le voit aussi avec les coups d'éclat de Julian Assange avec Wikileaks, qui voulait une transparence de tous les câbles diplomatiques, ou encore plus récemment avec Edward Snowden, et qui a diffusé un ensemble d'informations, qui est une demande pour accéder à l'information, et c'est ça qui est le véritable agent transformateur de l'organisation. Essayons d'être très concrets. Quelles sont les principales hiérarchies qui sont bousculées par les réseaux ? Celles qui sont justement très hiérarchiques, comme par exemple, moi je pense à l'enseignement et à la médecine, donc à l'école, à l'hôpital. Par exemple, la figure de l'enseignant, dont la légitimité est remise en cause par la perte du monopole qu'il détenait sur l'information et le savoir. Il est probable d'ailleurs que demain, les médecins subissent le même sort. Et je suis moi persuadé que l'accès à l'information médicale que nous avons tous maintenant sur Internet, sur des forums, a déjà changé le rapport entre le patient et le médecin. Et puis bien sûr, les entreprises qui sont des organisations hiérarchiques par définition, elles sont impactées par cette révolution. Et celles qui ont compris un petit peu à l'avance que le réseau changeait tout, ont pris un coup d'avance. C'est ce qu'on appelle les entreprises 2.0, dont je vous reparlerai, ou entreprises collaboratives, qui utilisent le numérique pour se transformer en partageant le pouvoir avec ses collaborateurs. Et on a un exemple qui sera bientôt présenté à la Chambre de commerce et d'industrie à Lyon le 8 octobre, lors des rencontres Melchior qui sont sur la transformation du travail, qui a justement saisi l'opportunité des réseaux sociaux pour transformer son modèle d'entreprise, impliquer beaucoup plus ses salariés et finalement renouer avec la croissance dans une période de crise. C'est l'entreprise Lippi, c'est Exactement. Et puis, je me suis aussi interrogé, parce que je suis intervenu lundi devant les prêtres du diocèse de Lyon, sur l'Église, qui est aussi qui ont suivi une formation au numérique, voilà. Et je me suis dit qu'effectivement, l'Église était aussi, bien sûr, une institution éminemment hiérarchique, qui avait aussi, traversé des révolutions informationnelles avec l'arrivée de l'imprimerie, et
certains historiens font une corrélation entre l'imprimerie, la diffusion du savoir et la réforme qui, je vais dire, est quasiment s'est passée au même moment. Donc on peut imaginer que ce qui s'est passé au moment de la réforme avec la révolution informationnelle de l'imprimerie pourrait se reproduire avec la révolution numérique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut dire que c'est une victoire de la coopération sur l'individualisme, ou est-ce qu'on va un peu loin? Un peu vite. Un petit peu. Moi, je pense que oui. En tout cas, moi, je m'appuie notamment sur ce que dit souvent Matthieu Ricard, le moine bouddhiste, qui défend, lui, cette prédominance de l'altruisme chez l'être humain, contrairement à ce qu'on entend généralement sur l'homme, à qui on attribue beaucoup de tendances égocentriques et individualistes. Alors moi, je pense que justement, cette architecture des réseaux, Wire-Archi, réveille notre instinct altruiste et donc collaboratif. Et d'ailleurs, Matthieu Ricard s'appuie sur des études qui ont été menées auprès de bébés qui, très jeunes, cherchaient instinctivement à coopérer avec les autres. Et c'était plutôt en fait la peur qui ensuite poussait les humains à se replier sur eux-mêmes. Et d'ailleurs, cette notion d'altruisme est une notion très en vogue et la notion d'économie positive qui est un petit peu remis aujourd'hui en avant avec Jacques Attali, notamment lors du LH Forum qui s'est passé cette semaine au Havre. Voilà, repose sur l'altruisme. Hein. Et donc, moi, je pense qu'on peut dire que voilà, ce concept-là montre que les réseaux facilitent et stimulent la coopération. Et que les outils technologiques qui sont souvent décriés, il y a pas mal de technophobie, ne sont pas des obstacles au progrès humain et qu'elles peuvent porter en elles-mêmes ce que j'appellerais des principes actifs qui sont très positifs. La Wire-Archi expliquée par Jean Pouly. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine.